Coucou, c'est nous, oui, encore nous, en régie pour le mot de récap de ces matinales. Bienvenue à vous, à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 27 janvier 2020. Vous avez vu, hein, le mois de janvier est pratiquement fini. Aujourd'hui, nous serons en mode récap des jeudis, même si aujourd'hui c'est le lundi. On va vous parler donc d'espace vert, d'hygiène alimentaire et de santé avec toutes ces personnes riches en patrimoine que nous avons pu recevoir tout au long des jeudis de cette année 2019. Bonjour ma très chère Alix. Bonjour Marcelin, bonjour à vous à la maison. On espère que vous avez profité de ce week-end-là. On le dira, c'est le dernier week-end hein, parce que nous terminons ce mois de janvier cette semaine. Une nouvelle semaine de matinale qui démarre ce lundi pour un programme récapitulatif des jeudis. On vous a donné le condensé, mais on garde quelques fondamentaux avec cette image qui est l'image du jour bien sûr. L'image du jour campée magnifiquement par Louis de Funès, un visage qu'on reconnaît hein, parmi 1000 qui fait partie du patrimoine culturel de l'humanité. Matin se poursuit donc dans la spirale, dans le giron de Louis de Funès. On va rester dans la bonne humeur, surtout dans le récap de tout ce qui a constitué l'espace vert pendant cette année 2019. Monsieur Eclou Fernand, il est chef de service prévision générale et météo marine de la Société d'exploitation et de développement aéronautique, la météo, c'est-à-dire la Sodexa. Monsieur Eclou, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, dites-nous, il pleut et il fait chaud, il pleut. On ne comprend plus rien dans les saisons et ça nous fatigue au niveau santé. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Eclou? Dites-nous tout, éclairez nos lanternes météorologiques, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup, monsieur Marcelin. La saison des pluies bat son plein pendant ce mois, comme d'habitude. Ce que je peux dire, c'est que le plus souvent, les populations ont tendance à oublier ce qui s'est passé antérieurement. Donc, quand on regarde, les pluies au niveau du littoral ivoirien se déroulent de la période de septembre à octobre. On peut avoir quelques intervalles, c'est-à-dire des balancements qui peuvent aller d'1 à 2 semaines. Voilà. Donc, pour ce qu'on a, c'est tout à fait normal. Bonjour mesdames et messieurs, pour ce matin, on observera tout le matin sur les régions du sud du brouillard ou de la brume humide, puis progressivement on aura un temps partiellement nuageux et ensoleillé. Les régions de la bande centrale seront partiellement nuageuses du fait de la forte remontée des vents océaniques. Le nord sera sous l'influence des vents d'harmattan qui favoriseront un temps généralement froid et sec. Pour les températures, on note 25 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké, 20 à Bandoukou, 21 à Boaké et Daloa, 24 à Dimbokro, 23 à Gagnoire, 19 à Korogo, 18 à Man, 19 à Odiéné, 24 à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 22 degrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, l'ensemble du pays sera généralement ensoleillé. La forte insolation combinée à l'humidité entraînera en milieu ou en fin de période des averses de pluie avec possibilité d'orages isolés sur le littoral et dans le sud forestier. Les zones de la bande centrale seront sous des passages nuageux. Quant aux régions du nord, on verra une forte atténuation des effets de l'harmattan par la présence des vents humides. Pour les températures, 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 34 à Bandoukou, Boaké, Daloa et Dimbokro, 33 à Gagnoire, la ville de Korogo affiche 34 degrés, 31 à Man, 34 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci de toujours rester fidèle à ce point du temps. Nous vous souhaitons de passer un très bon début de semaine.
Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Bienvenue dans cette édition. Bonjour à vous. Le président de la République est de retour à Abidjan. Alassane Ouattara est rentré hier après avoir participé au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement à Londres. Le chef de l'État a été accueilli à son retour par le vice-président Daniel Kablan-Decan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et des ministres du gouvernement. Des honneurs militaires ont été rendus au président de la République sur le tarmac du pavillon présidentiel. Dans le domaine de l'éducation à présent, la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire a annoncé un arrêt de travail à compter de demain. Selon eux, plusieurs revendications n'ont pas été satisfaites par la tutelle. La ministre de l'Enseignement national, de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Camara, a donc produit un communiqué à ce propos. Regardons. Arrêt de travail suivi de rétention de notes, c'est l'action qu'entend mener à partir du mardi 28 janvier dans toutes les écoles les membres de la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, COSEFSI, et cela en raison selon eux de la non prise en compte de certaines revendications restées sans suite lors des récentes grèves, celles de l'année dernière. Entre autres revendications, la revalorisation des indemnités de logement des instituteurs et professeurs du secondaire, la suppression des cours du mercredi dans le primaire, le relèvement au double de toutes les primes liées aux examens scolaires et la rémunération de la surveillance. Un mouvement de grève annoncé auquel a répondu la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique par un communiqué. Un communiqué qui nous est parvenu. Kandia Camara note le caractère inopportun de cette grève qui intervient dans un contexte marqué par la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le PSGouv, qui aura permis le recrutement de plus de 10 000 enseignants et la confection de plus de 500 000 tables bancs. En outre, un protocole d'accord vient d'être signé entre le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle pour permettre au personnel regroupé au sein de la mutuelle des personnels de l'éducation-formation d'accéder à la propriété immobilière. Conformément aux clauses de ce protocole d'accord, les bénéficiaires de ce projet disposeront de logements à moindre coût, soit en accès direct à la propriété, soit par location-vente et dans tous les cas, sans aucun apport initial. C'est un projet qui va coûter plus de 300 milliards de francs CFA à l'État. Dans son communiqué, la tutelle invite alors la COSEFSI à la retenue. Face à cette situation, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle prend à témoin la communauté éducative et met en garde contre toute action visant à semer le désordre, l'incivisme dans les établissements scolaires et compromettre ainsi l'avenir de nos enfants. Eu égard au souci de préserver un climat de paix et de concorde, si cher à la transmission-acquisition des connaissances et savoirs, les enseignants grévistes, les fauteurs de troubles et les auteurs d'actes répréhensibles seront tenus pour responsables des effets de leur comportement et attitudes et en assumeront les conséquences. J'en appelle donc au respect scrupuleux du droit à l'éducation de nos enfants et au civisme et demande à tous les enseignants d'être présents à leur poste les mardis 28, mercredi 29 et jeudi 30 janvier 2020. Commentaire de Franck Kouadio et Walter Amadou Ouattara. Un malade, un cas suspicieux de pneumonie à coronavirus a été signalé à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaoueli, s'est donc rendu hier sur les lieux pour s'assurer de la qualité du dispositif de sécurité sanitaire et du suivi de la prise en charge de la malade internée à la cellule de pandémie 6 à l'aéroport. Les examens sont en cours. Les résultats du diagnostic final seront connus dans quelques jours, selon le ministre Akaoueli. La maladie conduit parfois à la mort, les accidents de circulation également. 18 morts, 33 blessés. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit sur l'autoroute PK 107. Le ministre des Transports s'est rendu au chevet des malades, des blessés, pardon. Regardez. Depuis hier, ces images ont fait le tour des réseaux sociaux. La route a encore tué. Un grave accident de la circulation s'est produit sur l'autoroute PK 107 aux environs de 5 h du matin.
Selon les témoins, l'accident meurtrier a été provoqué par un carambolage impliquant 2 camions de transport de marchandises et un car de voyageurs en provenance des Tabous pour Abidjan. Le bilan est lourd, 18 morts et 33 blessés. Aussitôt informé, le ministre des Transports, Amadou Koné, s'est rendu à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo, dans la commune de Ndoussi, où sont admis les blessés de l'accident. Amadou Koné est allé s'enquérir de l'état des blessés et chercher à comprendre les circonstances du drame. Il a par la suite présenté la compassion du gouvernement et encouragé le personnel médical à continuer de travailler d'arrache-pied pour mettre les blessés hors des dangers. Le ministre Amadou Koné a saisi l'occasion pour renouveler l'appel à la prudence aux automobilistes, surtout pendant cette période où la visibilité sur les routes est réduite du fait du brouillard. Voilà le reportage de Davis Oyo, commenté par Isayo. La marche dénommée Allons à la paix, organisée par l'Église catholique, a connu une modification annoncée pour se tenir le 15 février de la place de la République à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. L'événement se tiendra exclusivement au sein de la cathédrale. Annonce faite lors d'un point presse. Patricia Oumou. L'aumônerie de la pastorale des jeunes du diocèse d'Abidjan, dans le cadre de ses activités et en relation avec le thème de l'année qui est « Pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous », a prévu une marche pour la paix en Côte d'Ivoire. Conscient de la primauté de Dieu et de la nécessité de la paix par la réconciliation, maintient cette prière rogatoire en faveur de la paix en Côte d'Ivoire qui se tiendra le samedi 15 février 2020 de 7h à 13h30. Cependant, face au danger d'infiltration et soucieux de la sécurité de ses fidèles, Son Éminence demande que cette journée de prière se tienne exclusivement au sein de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Quel est donc l'objectif majeur de ce rassemblement? Réaffirmer l'importance de vivre dans un environnement stable, prôner la paix entre les jeunes, montrer la nécessité de vivre dans la fraternité et la cohésion, sensibiliser la jeunesse diocésaine catholique et partant la jeunesse nationale sur la non-violence pendant la période électorale. Toujours selon le père Aubrou Augustin, ces marches priantes publiques, ces chemins de croix, ces prières rogatoires sont des pratiques courantes qui sont des suppliques adressées à Dieu en faveur de tout le peuple. Du football, championnat national, la 14e journée de Ligue 1. L'ASEC Mimosa a été battu hier par le Racing Club d'Abidjan, 2-1. Le Racing qui conforte sa position de leader en tête du classement. En bref, toujours en foot, seul représentant de la Côte d'Ivoire en Coupe africaine, le FC San Pedro est officiellement éliminé de la compétition après son match nul en Algérie. Et puis, la nouvelle a fait le tour du monde. L'ancien joueur des Lakers et légende de la NBA, Kobe Bryant, est décédé hier matin dans le crash de son hélicoptère privé dans le sud de la Californie. Kobe Bryant, âgé de 41 ans, avait notamment évolué pendant 20 ans au sein de la franchise NBA de Los Angeles Lakers, quintuple champion NBA. Il est l'un des 7 joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière et est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. L'aîné des 4 filles du basketteur, Gianna, 13 ans, était à bord, mais pas sa femme. Les causes du crash de l'hélicoptère sont encore inconnues. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce lundi. Merci de votre attention. Retrouvez Alix et Marco juste après la revue de presse. Merci infiniment à Régis Kofi pour la fraîcheur matinale conférée à ce temps d'info. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Et nous sommes juste en haut. Et on va continuer dans le couloir de l'information et s'arrêter au stand de la revue de presse où beaucoup de journaux nous sont proposés. Et c'est l'affaire de Renaud qui, tous les matins, essaie de lire les journaux ligne par ligne, virgule après virgule, rien que pour vous. La revue de presse avec M. Renaud Kobia.
Bonjour Alix et Marco. Les parutions de la presse nationale de ce jour sont dominées par 4 infos majeures. Il s'agit de l'alerte à la bombe enregistrée dans la commune de Marcory le samedi dernier, le cas de coronavirus détecté à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la conférence de presse du ministre des Transports et l'annonce du clergé catholique relative à la marche du 15 février prochain. Et bien sûr, ce dernier point, 2 titres ont retenu notre attention. Dans un premier temps, c'est le quotidien d'Abidjan qui lance à sa page 2 « Marche priante de l'Église catholique pour la paix ». Pourquoi l'Église catholique a annulé la marche? Le confrère, dans son article, situe le cadre de cette activité et livre les raisons qui ont amené le cardinal Jean-Pierre Coutoin à annuler la marche priante et à la muer en journée de prière au sein de la cathédrale Saint-Paul du Plateau à la même date. Ensuite, on a le Patriote, selon lequel la marche pour la paix se transforme en prière pour la paix, relevant au passage que la sagesse a prévalu. Soir Info s'intéresse à la situation sécuritaire et particulièrement à l'alerte à la bombe à l'hôtel Wafou, qui, selon le quotidien, a fait trembler Abidjan, mobilisant pompiers et militaires et paralysant la cité de Biétry dans la commune de Marcory. Plus de détails dans Soir Info. Après l'annonce de l'opération de libération des emprises de la zone aéroportuaire par le gouvernement suite au drame de l'adolescent qui a perdu la vie dans le train d'atterrissage d'un avion français, de nombreuses rumeurs et mauvaises interprétations continuent d'alimenter les débats. Pour éclairer l'opinion publique sur cette opération, le ministre des Transports a animé une conférence de presse ce samedi 25 janvier à son cabinet. Et selon Amadou Koné, qui est cité par Fraternité Matin, Adjoufou et Gonzagueville ne sont pas concernés par cette mesure. Le premier responsable des transports a aussi annoncé que le corps du jeune Annie Laurent Barthélémy sera transféré très bientôt à Abidjan. Sur le même sujet, l'Expression s'intéresse plutôt à ceci. La certification de notre aéroport n'est pas menacée. Le ministre Amadou Koné, à travers ses propos, s'est voulu rassurant sur le fait que le drame de l'adolescent retrouvé mort n'est pas de nature à remettre en cause les certifications sécurité et sûreté de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il faut savoir qu'au titre des certifications, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny a obtenu en 2017 le certificat OACI, le plaçant parmi les plus modernes au monde, et sa certification 2 ans plus tôt à la norme TSA qui autorise les vols directs d'Abidjan vers les États-Unis. Pneumonie à coronavirus, le ministère de la Santé annonce un cas suspect à Abidjan. Dans un communiqué diffusé hier dimanche, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé la prise en charge depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan d'un passager en provenance de la Chine et présentant certaines caractéristiques de la maladie. Le ministre Aka Ouele a invité les populations à travers ce document que publie le quotidien Le Matin à ne pas céder à la panique. Et puis, cette nouvelle qui tourne en boucle depuis hier dans tous les médias du monde entier. Kobe Bryant, la légende de la NBA, est décédé dans un accident d'hélicoptère hier dimanche à Los Angeles. Selon le site américain TMZ qui a annoncé la terrible nouvelle, la star américaine du basket était à bord de son hélicoptère privé avec 4 autres personnes lorsque celui-ci est brusquement tombé avant de s'enflammer. Aucune personne n'a survécu au crash et pour l'heure, la cause de l'accident n'est pas encore connue. Eh bien, je vous laisse en compagnie d'Alix et Marco qui vous propose un best-of de votre émission. Merci Renaud. Du sol à l'air, il n'y a qu'un mot, c'est merci encore à vous pour votre temps que vous consacrez à nos différents journaux. On se reverra demain avec le même bonheur. Et vous savez, pour le programme du jeudi, il a été là depuis les premières heures. Il nous enseigne et nous discipline du côté alimentaire dans la chronique hygiène alimentaire. Lui, c'est Dr Anvo. Il nous a donné tellement d'informations qu'on aimerait vous les faire revoir dans cet élément. Il fait partie des diététiciens les plus prisés, les plus pointus de notre pays, de la capitale économique. Docteur Anvo, c'est un plaisir de vous avoir ce matin. Bonjour. Bonjour. Première question, le cujinou qu'on vient de voir, est-ce que c'est bon pour un petit déjeuner? Attention, votre réponse va conditionner beaucoup de choses, je ne vais pas vous influencer. Alors, je demanderai alors qu'est-ce que la personne a fait la nuit pour manger un si gros repas le matin? Pardon? Qu'est-ce que la personne a fait le matin pour manger un si gros repas le matin? Alors, mais au niveau nutritionnel, le kijinou, c'est lourd selon vous? Il est lourd. Il est lourd et puis voir un peu la composition, l'énergie est un peu beaucoup.
Mais on dit, c'est vous-même qui nous dites que de bien manger, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Vous nous dites ça toujours. Le petit déjeuner représente autour de 20 à 25% de l'énergie journalière. Voilà, donc, et bien manger le matin, juste prendre 25% de l'énergie le matin, ce que je viens de voir, peut représenter près de 30% de l'énergie journalière. Mais ici, si c'est du poulet fumé, si c'est bien, si on a tout fait pour qu'il n'y ait pas trop d'huile dedans. Vous savez, nos mamans au village, elles ont une manière de préparer sans que ce soit trop gras. Est-ce que, bon, je prends par exemple un demi-plat de kédjenou le matin, là c'est bon. C'est Abidjan ici, mais au village. Abidjan comme au village? Je ne conseille pas. Vous ne conseillez pas? Je souhaite que ce repas soit pris entre midi et 15h. Ah, entre midi et 15h. Pourquoi? Voilà. Alors, entre midi et puis 15h, parce que lorsque vous mangez un tel repas, le soir, vous n'avez pas beaucoup faim. Et le soir, vous mangez peu. Il y a une certaine répartition de la consommation des repas toute la journée. Nous y sommes, parce que effectivement, votre thème aujourd'hui, c'est l'habitude, les habitudes alimentaires des Ivoiriens en général et de tout le monde. Alors dites-nous, quelles sont ces habitudes? On va commencer par le matin. Alors, on devrait avoir. Il faut dire qu'avec la recherche, on essaie d'adapter des régimes alimentaires à nos habitudes. Le garba, vous avez dit que c'est bon, mais on peut mieux faire. On peut l'améliorer. Comment? Alors, on peut l'améliorer sur le plan, microbiologique. Sur le plan microbiologique, le rendre plus glamour. Voilà, le rendre moins toxique au plan microbiologique. C'est-à-dire? Alors, je demande par exemple aux amateurs du garba, nous en mangeons, au moins exiger au moins que le serveur puisse mettre la main dans un sachet avant de vous servir. Oui, dans un gant. Dans un gant, oui, dans un sachet bien propre pour vous servir. Mais docteur, c'est ça qui fait... Bon, je sais pas... Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Tous les garbas qui sont bien, qui respectent la propriété, ça ne marche pas. C'est ça là seulement qu'il faut enlever. Ce côté-là seulement. Je ne sais pas pourquoi... Il faut changer la méthode parce que moi, nous sommes 5 Abidjanais, Ivoiriens en général. Nous allons dans un garbadrome où c'est trop propre, on trouve ça suspect. Je ne sais pas comment on en est. C'est juste le petit côté seulement. Vous voyez, ces personnes qui nous servent là manipulent beaucoup de choses, notamment les portables qui ont été révélés très très sales. Voilà. On manipule les portables partout, à tout moment on manipule les portables. Les portables sont des nids de beaucoup de bactéries, contrairement à ça. Effectivement. Donc c'est juste le petit côté, mettre ta main dans un gant ou bien dans un sachet, on essaie, ça va. Sinon le GABA, techniquement, c'est bon pour la santé. Ça peut aller, oui. C'est bon, le thon, les vertus du thon, c'est bon? Très bon. Très bon. On n'a pas besoin de cubes d'assaisonnement, parce qu'il y a assez de sel déjà dans le thon. Déjà, le thon est très salé, donc vous êtes plus à Boudjama ou bien à Tchéké petit grain? À Tchéké petit grain. À Tchéké petit grain, vous aimez ça, quoi? C'est bon, c'est intéressant. C'est... Mais avant de le manger, je l'améliore, j'améliore. J'ajoute l'huile, je chauffe avant de manger la tchéké. Ah bon? Je ne mange pas la tchéké sec, non. Parce que si vous mangez la tchéké sec, la digestion sera lente. Ah, d'accord. Et alors, ça entraîne des trous, tout ce que nous avons comme troubles digestifs. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont constipés, ils ont des problèmes de digestion, l'hémorroïde, parce qu'ils mangent la tchéké sec. Moi, je connais une personne qui va aux toilettes une seule fois par mois. Pardon, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Très dangereux. Oui. On parle aujourd'hui d'allaitement maternel. On se rappelle encore cette grande réunion au niveau international qui a eu lieu au Népal il y a peu, où notre vice-président a participé et a pris des résolutions dans le sens même de l'allaitement maternel. Aujourd'hui, on en parle avec vous sur ce plateau. Les bienfaits de l'allaitement maternel, les avantages pour l'enfant et aussi pour la mère. C'est ça. En tout cas, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup d'avantages, ce que les gens ignorent, ce que nos jeunes filles ignorent, ce que nos mamans ignorent malheureusement. En effet, le fait d'allaiter déjà pour l'enfant, c'est déjà bon, parce que dès qu'on le sort l'enfant du ventre de sa maman, on pose l'enfant sur la poitrine de sa maman. C'est un geste fort. Voilà, c'est un geste fort, c'est un geste de communion, vous comprenez? Ça, et donc l'enfant déjà aux premières secondes de la vie, il a déjà l'odeur de sa maman. Vous comprenez? Parce que ça va servir plus tard, justement, à pouvoir allaiter cet enfant-là. Ce bébé heureux. Hein? Belle image, un bébé heureux. Voilà. Vous voyez, voilà. On aimerait tous revenir en enfance. Quand on oui, ça, je vous crois. Mais oui, mais l'homme est le fruit de son enfance. Vous comprenez? Donc, tout ce que nous voyons, vraiment, ça vient de l'enfance, vous comprenez? Donc dans ce contact-là, justement, l'enfant apprend, justement, à pouvoir identifier qui est en train de l'allaiter, vous comprenez? Et l'allaitement aussi, c'est très important parce que ça contient tout ce dont l'enfant a besoin,
de 0 âge jusqu'à 6 mois. Attention, docteur, quand on parle d'allaitement, pour préciser pour nos téléspectateurs, c'est l'allaitement maternel. Mais il y a l'allaitement aussi par biberon. Oui, oui, l'allaitement maternel. Parce que comme nous, c'est la pédagogie maternelle, il faut tout expliquer. C'est ça, c'est l'allaitement. Je parle d'allaitement maternel. Je parle d'allaitement maternel. Le lait maternel est l'aliment le plus complet. On a essayé, beaucoup de gens, beaucoup d'industries ont essayé de pouvoir enlever cela, mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Parce que ça contient des protéines, ça contient des graisses, ça contient même des oligo-éléments, ça contient des anticorps. Vous comprenez? Ça permet de protéger l'enfant contre l'asthme, contre les troubles digestifs. Ça permet de protéger l'enfant contre certaines infections, notamment des infections pulmonaires. Vous comprenez? Donc c'est très important. Et puis aussi, ça permet à l'enfant de pouvoir éviter d'être obèse. Vous comprenez? Ça évite l'obésité chez l'enfant. Et puis ça accroît le cerveau de l'enfant, le QI, le quotient intellectuel. Vous comprenez? Et durant toute cette période-là, vraiment, j'ai dit aux mamans, faites très attention, donnez le lait à l'enfant. Aujourd'hui, on parle de malnutrition. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle malnutrition? Alors, si on parle de malnutrition, c'est qu'il y a une bonne et une mauvaise nutrition. Justement, la nutrition, c'est la science qui permet l'utilisation des nutriments, c'est-à-dire qui sont issus de nos aliments. Lorsque l'on mange, on s'alimente, donc on consomme des aliments qui sont transformés par notre organisme et qui sont utilisés par notre organisme pour fournir de l'énergie qui nous permet de vivre. Des fois, on doit donc couvrir des besoins. Des fois, ces besoins sont trop peu couverts, des fois, ils sont trop couverts. Donc, on a une malnutrition par excès et une malnutrition par déficit. Et on va décortiquer dans quelques instants le sujet, le temps pour nous de caler le jingle. Alors, on vous écoute. Pourquoi? Comment on arrive à la malnutrition? Est-ce un processus? Est-ce que c'est un état de fait? Quel est l'état, au fait, de la malnutrition dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut dire que les Ivoiriens sont bien nourris? Sont bien nourris ou sont en état de malnutrition? D'accord. Il y a plusieurs questions à l'intérieur de cette question. Je dirais que nous avons tout pour bien manger, pour être bien nourris en Côte d'Ivoire. Malheureusement, la tendance n'est pas bonne actuellement. Voilà. Effectivement, bien manger, manger équilibré, c'est consommer un certain nombre d'aliments qui vous procurent un certain nombre de nutriments qui sont importants pour votre organisme. Donc, on a les protéines, les glucides et les lipides qui sont les macronutriments, qui sont dans ce qu'on mange dans la viande, dans le poisson, dans l'igname. Voilà. Mais après, vous avez les choix alimentaires. Hein. Vous pouvez choisir de manger tout le temps de l'igname et puis de jamais manger de poisson, parce que c'est votre totem, par exemple. Vous comprenez? Donc, c'est tout ça qui contribue à la malnutrition. L'obésité infantile, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que c'est? L'obésité infantile, ça se définit comme la prise de poids au-delà de la courbe de croissance de l'enfant. Lorsqu'un enfant naît, alors jusqu'à 18 ans, on a une courbe de croissance normale qui permet d'estimer à peu près la croissance normale. Soit l'enfant il est maigre ou bien il est obèse. Donc lorsque la valeur dépasse les valeurs normales, alors on définit l'obésité de l'enfant. D'accord. Quand les seuils ne sont pas respectés en fonction des âges, voilà, et du poids, on déclare que l'enfant est obèse. Les manifestations de cette obésité-là se déclinent comment? Mais généralement, l'enfant subit lui-même d'abord de la part de ses camarades. Des railleries. Des railleries. Et puis aussi, alors souvent ces enfants-là sont victimes souvent, généralement, pour beaucoup, dans la plupart des cas, souvent de diabète. Un diabète qui peut être caché. Un diabète de type 2 qui peut être caché. Certes, on parle de diabète des enfants, diabète de type 1, mais chez ces personnes, souvent, on fait un diabète et l'enfant, il grandit avec sans le savoir. Il y a ça aussi, il y a les pathologies, bien sûr, cardiovasculaires, voilà, qui sont liées à l'obésité de l'enfant. Voilà. Donc, voici un peu que généralement, c'est ça, ce que l'enfant subit vis-à-vis de ses camarades. Il y a un diabète qui peut être caché, et puis aussi les maladies cardiovasculaires qui peuvent être cachées. Voilà. D'accord. Docteur, vous n'avez pas parlé. Quand vous parlez un peu de... J'aimerais revenir à ce niveau-là, j'aimerais revenir sur un peu le créneau. À quel moment, avec les poids, avec les tailles, on peut savoir qu'un enfant est dans la fourchette, il tend vers l'obésité, il a une obésité infantile minime, sévère, morbide. À quel moment? Quels sont les couloirs de la nomenclature, la classification? Voilà. En fait,
Généralement, pour le sujet chez adulte, on utilise l'IMC, l'indice de masse corporelle. Voilà, et pour l'enfant? Chez les enfants, il y a une courbe de croissance. Je prends un exemple comme ça, un enfant qui a près de 5 ans, 6 ans, qui doit avoir un poids qui varie autour de 25 kg. Alors, lorsqu'on retrouve à l'hôpital un enfant de 8 ans qui a 53 kg, vous voyez un peu que voilà, on dépasse carrément. 8 ans, 53 kg. 53 kg. Si, on en voit 8 ans. Il y a 8 ans, 88 kg. Il y a un enfant de 12 ans, 94 kg, comme 14 ans, 120 kg. D'où vient la peur du sel? Pourquoi on a peur du sel? Ah, c'est trop salé, c'est pas trop... Ça vient d'où cette peur? C'est dangereux. Alors, bonjour docteur. à tous. Alors, je crois que la peur du sel vient du fait qu'il y a une relation directe entre la forte consommation de sel et les maladies cardiaques. L'Africain a peur de l'effet immédiat. Sinon, quand quelque chose tue doucement, l'Africain n'a pas peur. Mais lorsque les tic au tac, ça réagit, alors l'Africain il a peur. Donc, on sait tous aujourd'hui que la forte consommation de sel entraîne une hypertension artérielle. C'est pourquoi souvent on dit que le sel dresse le lit de l'hypertension artérielle. D'accord. Voilà. Alors, c'est l'origine des peurs, puisque ça découle après de pathologies, de maladies graves. Surtout. Au passage, on rappelle que vous êtes un magnifique poivre et sel. Alors, quel est le retentissement du sel sur le rein? Parce que ça attaque aussi plusieurs organes, mais en particulier le rein. Ou pas? Alors, si. Alors, nous avons tous fait cette expérience-là. Ou souvent, lorsque nous arrivons, nous sommes un peu fatigués. Nous sommes fatigués. Et si, alors, à ce moment, si nous prenons notre tension artérielle, nous serons autour de 9, autour de 10. Nous sommes fatigués. Alors, on a fait cette expérience qui consistait à prendre, par exemple, un jus ou bien une boisson, un soda. Et quand nous prenons cette boisson, on se sent bien. On a tous fait l'expérience. Voilà. Alors, pendant que vous étiez fatigué, la tension était à 10. Quand vous prenez ces sodas ou bien ces boissons, vous vous sentez bien parce que la tension remonte jusqu'à 12. Donc, vous augmentez de 2 unités de tension artérielle. Alors, imaginez que vous étiez à 12, la tension normale d'un sujet adulte, vous étiez à 12. Quand vous prenez, vous remontez à 13, 14. 14, oui. Mais toutefois que la tension artérielle monte, le rein essaie d'équilibrer le cœur. C'est dans ce cas, on dit par exemple que le rein est à la fois acteur et victime de l'hypertension artérielle. Donc, le rein essaie d'équilibrer le cœur pour ne pas que le cœur s'endommage. Donc, il y a un impact direct de la consommation du sel sur le rein. Qu'est-ce que c'est que l'eau? L'eau est une matière. L'eau, c'est de l'eau. L'eau, c'est une matière. C'est une question. C'est une question. L'eau, c'est l'eau. L'eau, c'est l'élément chimique. H2O, la formule. H2O, la formule H2O. Voilà, mais l'eau n'est pas seulement H2O. L'eau est H2O plus accompagnée des minéraux, etc. Voilà. D'accord. Et sous quel procédé, vous nous le direz, bien sûr? L'eau, H2O plus des minéraux. Des minéraux, bien sûr. C'est la source naturelle qu'on a. Voilà, c'est ce que nous avons, la source. Mais il y a des influences aussi avec différentes qualités d'eau. Oui, bien sûr, différentes qualités d'eau. Puis ça dépend aussi des couches du sol que l'eau a traversé avant. Voilà. Justement, parlons de classification. Quelle sorte d'eau nous avons? Différents types d'eau. On a l'eau minérale, on a l'eau gazeuse. Est-ce qu'on peut faire une liste? L'eau misérable aussi, des fois. Est-ce qu'on peut faire une liste? On a différentes d'eau. Je n'ai pas une liste exhaustive. Il y a l'eau minérale, il y a l'eau que nous avons, l'eau de robinet, et il y a l'eau de varigo, l'eau de source aussi. Voilà, différentes sources d'eau que nous avons. L'eau de fleuve, l'eau des océans. Etc. Voilà. Mais toutes ces eaux-là ne se consomment pas de la même manière. Non. Voilà. Je pense que les traitements sont effectués avant de mettre à la disposition de la population. Alors, docteur, voilà. Pourquoi boire de l'eau? Pourquoi? Il faut boire de l'eau parce que notre corps est composé d'eau. L'eau est l'élément majeur de notre organisme. Le corps peut contenir près de 65% d'eau. Au fur et à mesure qu'on vieillit, bien sûr que cette eau d'eau va baisser, mais l'élément majeur du corps humain, c'est de l'eau. Donc il faut boire de l'eau parce que l'eau permet de... L'eau a plusieurs fonctions. L'eau a plusieurs fonctions. Voilà, l'eau permet de drainer le corps, l'eau permet de drainer les différents minéraux et puis les vitamines dans les organes. L'eau permet aussi de faciliter les différentes réactions du corps. L'eau transporte l'oxygène pour nourrir les différents organes. L'eau a plusieurs fonctions. Donc il est important de boire de l'eau.
Donc on ira à la genèse du miel et savoir quelle est l'origine. L'origine du miel, c'est depuis les temps anciens, depuis l'Antiquité. 2500 ans avant Jésus-Christ, il y a les Égyptiens qui ont découvert les propriétés du miel et ils en ont fait une activité. C'est à partir de cet instant qu'a été créée l'apiculture et l'élevage des abeilles. Et longtemps après, les Grecs aussi ont découvert qu'il y avait beaucoup de propriétés dans le miel. Ils en ont créé une alcool qu'on appelle l'hydromel. Et c'est cet alcool qu'il faut boire bien avant ces derniers jours d'ailleurs, pour dire qu'on prend un bon départ. Okay. Ça nous emmène, madame, dans les vertus nutritives du miel, parce que je sens que vous allez répondre à la question qui suit, justement. Quelles sont les vertus nutritives du miel? En d'autres termes, qu'est-ce que le miel nous fait de bien dans l'organisme? Le miel, de la tête jusqu'aux pieds, nous apporte des choses agréables. En consommant le miel, on est boosté en termes d'énergie. Et le miel aussi, les réparateurs. Parce que dans le miel, nous trouvons des produits qui sont antioxydants, anti-inflammatoires et comment on appelle ça, antibactériens. Donc, quand vous consommez le miel, vous n'avez plus de problèmes de santé, notamment pour des gens qui ont des problèmes de, comment on appelle ça, de constipation. Tous les jours que Dieu fait, vous devez consommer le miel. Au petit déjeuner, au plat de midi, même au dîner, vous devez consommer le miel. Apport en sucre. Et ça vous apporte beaucoup d'énergie, ça vous apporte aussi la santé. Donc tout ce que vous allez consommer, comme des biscuits, tout ce que vous allez consommer comme des mets qui ont besoin de sucre, à la place de ce sucre, vous mettez plutôt le miel, qui est un sucre naturel, qui n'est pas destructif, mais qui apporte plutôt de la santé à l'être humain. Alors, la restauration collective, qu'est-ce que c'est? Par restauration collective, il faut entendre une entreprise qui entreprend de préparer et de servir pour un groupe de personnes. Soit ce sont des travailleurs ou bien ce sont des élèves, mais c'est un groupe de personnes qui va manger dans un lieu précis. Alors, docteur Envo, la question qui est de mise, qui taraude tous les esprits et tout le monde en cette période de fête-là, c'est qu'on va beaucoup manger. On va tous aller vers, la plupart du temps, en famille, mais aussi la restauration collective, makiba. On entend par restauration collective ce qu'on boit aussi. Hein. Tout ça, ça fait partie. Voilà, tout ça, ça fait partie. Alors, quels sont les avantages d'abord de la restauration collective? Alors, les avantages, c'est qu'aujourd'hui, avec l'explosion du monde du travail, l'homme ou bien la femme, le travailleur n'a pas le temps de venir manger à la maison à midi. Donc, sur place, on fait une restauration sur place et ça permet de gagner un temps. Ça permet de gagner un temps et ça permet aussi, comme on dit, accroître les revenus de l'entreprise. Donc, c'est le temps. D'accord. Le temps surtout. Allez-y. Maintenant, quand c'est bien fait, on permet de gagner en santé. C'est quand c'est mal fait que, voilà, on a les conséquences. D'accord. On parle de gagne-temps et de qualité qui devrait être de mise et qui parle davantage, bien sûr. À côté, on a les inconvénients. C'est quoi les inconvénients? Alors, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de restaurations collectives. Il y a 5 qui sont dans le bien formel, mais pour beaucoup, ils sont dans l'informel. Voilà. Il y a des restaurations collectives dans les entreprises. Les entreprises, donc, il y a une entreprise qui a son personnel, qui aimerait gagner du temps de travail, peut insérer ou inviter une société pour entreprendre une restauration dans la cantine. Mais il y a aussi à côté des femmes ou bien des hommes qui ont des restaurants qui, plus ou moins bien placés partout à Cocody ou bien à Yopougon ou bien au plateau qui gèrent la restauration collective. Alors, il faudra que ces personnes soient encadrées. Il faudrait que ces personnes soient encadrées parce que pour la plupart des gens, le personnel qui travaille dans cette restauration n'est pas qualifié. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à Matin Bonheur, on en apprend des choses, mesdames et messieurs, avec Dr Envo qui nous aura disciplinés au niveau alimentaire, au niveau des habitudes. Parfois, on a trouvé ça un peu révolutionnaire, parfois, on a trouvé ça un peu too much, mais tout compte fait, c'est très important pour notre santé. Santé, vous avez dit santé, on va rester toujours dans la couverture de la santé avec bien sûr tous ces différents experts. Et Dieu sait qu'il y en a eu qui sont venus tout au long de cette émission nous instruire, nous donner des trucs sur des sujets aussi multiples que multiformes. Voici le récap santé 2019. C'est parti.
qu'est-ce qu'un fibrome? Alors, le fibrome utérin est une tumeur bénigne. Quand on dit tumeur bénigne, c'est-à-dire que ce n'est pas un cancer, et qui se développe aux dépens de l'utérus. Donc l'utérus, c'est l'organe principal de la reproduction chez la femme. L'utérus, c'est l'utérus qui est responsable des règles chaque mois et qui va porter la grossesse. Donc au niveau de cet utérus va se développer donc, cette tumeur bénigne qu'on appelle le fibrome utérin. Voilà. On l'appelle également myome utérin. Et il faut savoir que c'est la tumeur bénigne la plus fréquente chez la femme en âge de procréer, c'est-à-dire chez les femmes qui ont entre 30 et 50 ans. C'est la tumeur la plus fréquente. On peut avoir en général, les fibromes sont multiples, il y en a plusieurs. Et leur taille varie de la taille d'un petit pois à celle d'une pamplemousse, voire d'une noix de coco. Ça peut être très gros. Voilà ce qu'on peut dire. Et on parlait de chiffres tout à l'heure. Il faut savoir que, comme j'ai dit, c'est la tumeur la plus fréquente. Environ 50%. Là, on a un exemple de tumeur. Voilà. D'accord. Environ 50% aux États-Unis des femmes de race noire sont porteuses de fibromes. Voilà, près de la moitié. C'est dû à quoi? Ça nous amène à la question, quelle est l'origine des fibromes? Ça vient d'où? Origine lointaine et immédiate? Alors, l'origine du fibrome n'est pas vraiment connue. L'origine est indéterminée. On sait qu'il y a certains facteurs qui vont provoquer donc la survenue de ces fibromes. Le premier facteur, c'est la génétique. C'est la génétique. Alors, les fibromes se retrouvent en général chez les femmes de race noire. Voilà, partout dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, partout, en Afrique, c'est les femmes de race noire qui sont porteuses de fibromes. Donc on sait qu'il y a une composante génétique. Également, il y a un facteur hormonal, il y a les hormones. Pourquoi? On a remarqué que les jeunes filles, avant la puberté, qui ne sont pas encore pubères, donc qui n'ont pas encore suffisamment d'hormones, ne développent pas de fibromes. Et ces fibromes apparaissent à partir de la puberté. Ensuite, on sait qu'au cours de la grossesse, où le climat hormonal est important, voilà, les fibromes augmentent de volume. Donc, sous l'influence de ces hormones-là, les œstrogènes, donc ce sont des hormones, les principales hormones chez la femme, ces fibromes vont augmenter de volume. Et enfin, après la ménopause, qui se passe autour de la cinquantaine, autour de 50 ans, les fibromes arrêtent d'évoluer. Et on sait que pendant la ménopause, les hormones, le taux d'hormones chute, d'œstrogènes chute. Donc, on sait donc que les hormones sont un facteur, n'est-ce pas, qui vont influencer un peu l'évolution de ces fibromes. Alors, professeur, si on parlait un peu du cancer du col de l'utérus. Voici un cancer qui est assez fréquent. Oui, dans nos contrées ouest africaines. Oui, le cancer du col est fréquent dans tous les pays en voie de développement. En Côte d'Ivoire, c'était le premier cancer, mais là, il est devenu le deuxième cancer, donc il a été dépassé par le cancer du sein. Et c'est un cancer qui est fréquent, comme je disais, on le découvre tardivement également, donc dans près de 70 à 80% des cas, à des stades très avancés. Donc, ce qui fait que dans la prise en charge, on sera obligé de mettre en place donc, des traitements qui sont souvent lourds, qui vont obliger donc à enlever tout l'appareil génital de la femme pour pouvoir donc la sauver. Or, vu tôt, au stade donc de lésion précancéreuse, c'est un cancer qui se guérit à 100% avec un traitement chirurgical très simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à une jeune fille qui vient de commencer à avoir ses règles, qui doit commencer à voir un gynécologue? Quelles sont les habitudes à avoir, les attitudes vraiment pour Par rapport au éviter cancer, ça? on a la chance pour le cancer du col, il existe un vaccin. Donc le vaccin est conseillé à partir de 9-10 ans. On doit faire donc le vaccin avec 2 injections, donc la jeune fille est protégée. Et ensuite, lorsqu'elle va commencer à avoir donc, des rapports sexuels, donc on va dire, on conseille donc de commencer le dépistage après 25 ans. Elle doit se rendre donc chez le gynécologue tous les ans
pour faire le dépistage, sinon tous les 2 ans. Tous les ans, est-ce que c'est toujours suffisant tous les ans? Ça doit pas être au moins une fois par mois? Non, en général c'est suffisant. Non, c'est suffisant parce que la lésion du cancer du col évolue très très lentement. Disons que lorsque la femme m'a contacté, donc les premiers, rentrer en contact avec le papillomavirus, je rappelle que le cancer du col est dû à un virus, qu'on appelle donc papillomavirus humain. Et ce papillomavirus va vivre donc à l'état latent ou être éliminé par la femme. On a la chance, dans 80% des cas, ce virus est éliminé par la femme. Alors, nous avons des images que notre réalisatrice nous propose là. Par exemple, il s'agit de... On voit un stade 2 cervical, enfin... Bon, c'est un cancer. Donc, là, à gauche, sur l'image de gauche, on a les cancers qui sont vraiment au début, parce que c'est un cancer donc, qui est au stade 1. À ce stade-là encore, on peut faire donc des traitements intéressants, donc rapides. Et puis sur l'image de droite, on a un cancer donc, au stade B2. C'est un cancer qui a pris carrément tout le col. Voilà. Et là, il n'y a plus rien à faire? Si, on peut faire un traitement chirurgical. Les cancers que nous recevons, la plupart du temps, sont au stade 3 et 4. Donc vous voyez que vraiment le col est complètement dépassé. Le cancer s'est étendu même au-delà de l'utérus, donc a touché d'autres organes, tels que la vessie, parfois et le rectum. Et là, le traitement est souvent délicat. Est-ce qu'on peut dire que sucre égale poison, tout de suite? Excès de sucre est égal à poison. D'accord. Ah, excès de sucre égale à poison. Excès de sucre est égal à poison. Alors, quelle est la situation au niveau de la consommation de sucre dans notre pays? Aujourd'hui, la remarque que nous faisons, c'est que nous consommons beaucoup de sucre. Lorsqu'on fait le bilan journalier, depuis le matin jusqu'au soir, lorsqu'on fait le bilan, le taux de sucre consommé est important. Et même ça dépasse même ce qui est recommandé. Alors, comment on peut expliquer ce fort taux de consommation de sucre dans nos communautés, dans nos mœurs? Alors, généralement, nous mangeons, ce que nous recherchons d'abord, c'est la satiété. La satiété, alors qu'on est rassasié avec la matière organique, soit c'est du sucre, ou bien de l'huile, ou bien des protéines, alors qu'on ne peut pas se rassasier d'huile. Et aussi que les sources de protéines sont chères en Afrique. Le poisson est plus cher aussi que le riz, la viande est plus chère que le riz. Donc, alors, on essaie d'être rassasié avec ce qui est moins cher. Okay. Alors, donc, quelle est la quantité de sucre en grammes doit-on consommer par jour? Qu'est-ce qui est homologué par l'Organisation mondiale de la santé? Ce qui est établi, c'est que lorsqu'on fait un régime alimentaire, il est conseillé d'avoir dans la proportion autour de 55 à 65% de sucre. C'est ce qui est conseillé. Malheureusement, souvent dans nos repas, le sucre va souvent jusqu'à 80%. Wow. Donc voilà. Souvent, lorsque le jeune homme s'en va payer son garbac, lorsqu'il arrive, qu'il mange, il met alors juste un petit poisson de 200 francs, le reste, ce n'est que de la ticket. Vous voyez un peu, ou bien à la maison, souvent dans les familles où on n'est pas financièrement assis. Alors souvent, on sait une grande quantité de riz et puis on a juste une petite portion de poisson là-dessus. Vous voyez un peu, c'est très déséquilibré. Donc voilà. Donc au lieu d'aller de 55 à 65%, souvent nous allons jusqu'à 80% de sucre. Cela n'est pas également dû à nos, on va dire, pratiques traditionnelles culinaires? Ça peut être lié, mais aujourd'hui, il faut comprendre que bon, les situations sont devant compliquées. Et puis encore, il y a les habitudes. Alors, lorsque le matin, un jeune homme se lève, avant d'aller au travail, il va prendre un petit déjeuner. Il donnait l'exemple la dernière fois du jeune homme qui, par exemple, elle a calculé son transport. Le matin, il va prendre la bouillie de riz avec un peu de galettes, garder le reste pour le transport. Lorsqu'on prend la bouillie de riz, on peut dire à 90% c'est du sucre. Il va manger la bouillie de riz avec de la galette, près de 80% de sucre. Donc ce repas-là est 100% sucre. Oui, vous voyez un peu, il a dépassé la consommation. Voilà, la consommation, au lieu de 55%, ce jeune homme ce matin va jusqu'à 95% de sucre. Docteur, les chiffres font peur. En 1980, il y avait 108 millions de diabétiques dans le monde. En 2014, ils sont près de 422 millions. Et selon les projections de l'Organisation mondiale de la santé, on aura en 2025 591, près de 600 millions de diabétiques. Dont on voit peur, naturellement. Le diabète fait peur. Le diabète fait très peur. Et les chiffres ne font que grimper. Les chiffres ne font que grimper. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent de diabète et beaucoup de personnes aussi meurent de diabète. Alors, docteur, comment expliquer cette recrudescence de ce taux qui est là, qui est en exponentiel? Voilà. Alors, cette augmentation peut être due à plusieurs facteurs. Il y a aujourd'hui notre consommation excessive de sucre. Il y a la consommation excessive de sucre. Il y a ce qu'on appelle le manque d'activité physique. C'est vrai qu'il y a des facteurs liés à la famille, des facteurs génétiques, mais ces deux éléments sont très, très prépondérants et à considérer. Notre excès de consommation de sucre
et le manque d'activité physique. Docteur, ça ce sont les chiffres de l'OMS. En tant que docteur ivoirien, nous on aimerait aussi avoir des chiffres de la Côte d'Ivoire. Dans ce magma-là, qu'est-ce qu'en Côte d'Ivoire? La proportion pour la Côte d'Ivoire. Je ne confirme pas les valeurs, mais je crois que nous sommes à près de 200 000. Je crois que nous sommes autour de 200 000 diabétiques en Côte d'Ivoire. C'est plus de 10% de la population globale. Voilà, selon quels chiffres? Ce sont des chiffres oui, je pense que je n'ai pas noté, mais ce sont les valeurs récentes. Les valeurs récentes, on tend vers 200 000 de diabétiques en Côte d'Ivoire. Et vous nous avez expliqué en amont de cette émission que parmi ce grand taux de diabétiques, là, 90% sont de type 2. Effectivement. Pourquoi? Alors, selon les statistiques, le diabète de type 2 domine largement les différentes formes de diabète. Le diabète de type 2 occupe 90% de types de diabète dans le monde entier. C'est lui qui domine le plus. Le diabète qui est acquis au cours de notre évolution, au cours de notre vie. Aujourd'hui, on parle de l'ulcère de Buruli, les gens se cachent, les gens ont peur. Professeur, bonjour, rassurez-nous, quels sont les chiffres de l'ulcère de Buruli dans notre pays? Merci à toi, Marcelin. Merci à la RTI de me donner l'occasion de parler d'ulcère de Buruli ce matin. En 2018, il faut dire qu'on a dépisté 261 cas en Côte d'Ivoire. Et en 2019, c'est-à-dire jusqu'à fin octobre, nous avons 221 cas d'ulcère de Buruli dépistés en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, on a ces chiffres-là concernant notre pays. On voudrait maintenant savoir qu'est-ce que c'est que l'ulcère de Buruli. Il faut savoir que l'ulcère de Buruli est une maladie qui est due à un microbe appelé Mycobacterium ulcerans qui s'attaque principalement à la peau. Il faut dire que l'ulcère de Buruli, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une maladie qui est due à la sorcellerie. Parce que beaucoup dans nos villages, dans nos régions, parce que, hélas, le milieu rural est très concerné, surtout dans nos villages, tout ça, et on a beaucoup peur, on prend ça comme une malédiction. Alors que ce n'est pas une malédiction, c'est scientifiquement démontré, c'est une maladie. Je confirme que l'ulcère de Buruli n'est pas une malédiction. L'ulcère de Buruli est dû à un microbe qui est bien identifié, qui s'appelle Mycobacterium ulcerans. C'est un microbe qui fait partie de la même famille que le microbe qui donne la lèpre. Lui, on va l'appeler Mycobacterium lépré. Et la même famille que le microbe qui donne la tuberculose, qu'on appelle Mycobacterium tuberculosis. Et où on retrouve ce microbe-là? Dans quel milieu généralement? Ce microbe-là se trouve généralement dans le milieu aquatique, dans les zones où on a de l'eau, dans les lacs, dans les marais. Et lorsque des personnes vont jouer ou bien vont travailler dans ces marais-là, la contamination va se faire de l'environnement à l'homme. Et ceci par l'intermédiaire de punaises aquatiques. Mais il faut souligner qu'il n'y a pas de transmission d'homme à homme. Très bien. Donc un malade qui ne peut pas contaminer quelqu'un qui n'est pas malade. Docteur, pourquoi on dit règle? Par rapport à quoi on dit règle? Parce que c'est cyclique. D'accord. C'est pourquoi on dit les règles, c'est réglé. Chez l'homme, il n'y a pas de règles. Non, lui, il est comme ça. Mais pourquoi on dit douloureuse maintenant? Mais quand on dit douloureuse, parce que ça fait mal. Parce que ça fait mal. Et puis, tout à l'heure, elle disait comme ça que c'est une pathologie. En fait, ce n'est pas une pathologie. C'est un phénomène. Non, mais c'est physiologique. Parce que je pense qu'il est mieux que ça soit douloureux pour que la femme sache qu'il y a des précautions à prendre. Parce que si ce n'est pas douloureux, elle ne prendra pas de précautions. Elle va se retrouver dans le woro ou bien dans le bus, mais en train de rougir. C'est-à-dire, comme vous le dites, c'est du rouge. Vous comprenez? Alors, donc, il est mieux que ça soit douloureux, mais il y a une certaine intensité que ça ne doit pas dépasser, il y a une certaine fréquence que ça ne doit pas dépasser, et puis ça ne doit pas être associé à certaines pathologies, non pas à certains symptômes. Et là, on parle de règles douloureuses pathologiques. D'accord. On va aller au cœur du sujet pour comprendre pourquoi ces règles-là sont douloureuses et d'autres sont non douloureuses. Oui, elles sont douloureuses parce qu'il y a une substance qu'on appelle la prostaglandine. Il y a des femmes qui sécrètent plus de prostaglandine que d'autres. Vous comprenez? Les femmes sont différentes d'une femme à une autre. Donc, il y en a qui il y a une hypersécrétion de cette substance-là qui fait qu'il y en a qui vont ressentir ça plus douloureusement et plus fréquemment et puis plus intensement. Et puis d'autres non, d'autres c'est juste des petites crampes, tout ça.
Voilà, des petites crampes qui, malheureusement, indisposent certaines femmes. Voilà. Et surtout quand ça survient. Je me souviens qu'au bureau, j'étais assis en face d'une femme, j'étais dans son bureau, et puis paf, ça a déclenché. Et puis j'ai senti dans son regard que c'était ses menstrues. Il dit, oui, ça vient de me surprendre. Il dit, non, ça ne t'a pas surpris. Donc elle allait aux toilettes. Donc ça peut surprendre les femmes à n'importe quel moment, mais je pense qu'il est mieux, les femmes, elles doivent se connaître. Quels sont les chiffres de la Côte d'Ivoire concernant la lutte contre le sida en 2018 ? Ok, merci de me donner l'opportunité de parler encore de cette maladie. En Côte d'Ivoire, en 2018, on a enregistré 460 000 personnes vivant avec le VIH. Et la prévalence s'élève à 2,6%. La prévalence, c'est le nombre de cas rapportés à une population donnée, enfin pour 100 habitants sur une période donnée. Voilà, donc 2,6%. C'est vraiment une bonne performance parce que dans les années 90, on était à plus de 14%. Après, on est revenu à 12 et ainsi de suite. Il y a beaucoup qui a été fait, Alice. C'est dire qu'il y a une incidence de la réduction. Exactement. De la contamination. Oui. Alors, poursuivez sur les chiffres, ça nous intéresse. Voilà. Les nouvelles contaminations s'élèvent à 17 000 par an en 2018, contre 25 000 en 2010. Les décès liés au VIH à 16 000 contre 24 000 en 2010. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Ouais. On a 252 125 personnes qui sont sous traitement, dont 12 347 enfants. Et on constate tous que vraiment beaucoup de choses ont été faites. Voilà. C'est ce que je voulais dire par rapport aux chiffres. Oui, c'est vrai. Avec les chiffres que vous nous avez annoncés, il y a une nette amélioration de la baisse de l'infection au sein de la population. C'est déjà quelque chose d'encourageant. Alors, parlons maintenant des objectifs internationaux en 2020, parce que 2020, c'est déjà à demain, à savoir les 90, c'est le niveau de la Côte d'Ivoire concernant cette nouvelle stratégie. D'accord. Les 3 fois 90, d'abord, je vais expliquer. Le premier 90 dit qu'en 2020, 90% des personnes qui sont infectées par le VIH doivent connaître leur statut. Le deuxième 90, c'est que sur les 90% là, 90% doivent être mis sous traitement et être sous traitement. Il ne s'agit pas de commencer et puis d'abandonner. Ils doivent être effectivement sous traitement. Et le troisième 90, sur les 90 encore qui sont sous traitement, 90% doivent avoir leur charge virale supprimée. On va démarrer par les définitions d'usage, à savoir le principe des analyses biologiques. Bon, je dois vous dire d'abord merci de m'inviter à cette émission qui me permet d'apporter quelques éléments d'information sur les analyses biologiques. Alors, pourquoi des analyses biologiques? Vous aviez un véhicule, vous faites la visite médicale, mais vous aussi, vous devez aussi faire la visite médicale de votre corps. C'est pour ça qu'il est important de faire les analyses médicales. Ça, c'est un premier volet. Vous aviez aussi des personnes qui souffrent de certaines pathologies. Ils vont voir le médecin qui va leur demander de faire des analyses médicales. Vous avez aussi toute une kyrielle de possibilités ou de probabilités qui devraient vous emmener à faire aussi des analyses médicales. C'est cela. Alors, professeur, dites-nous, les origines de la biologie, ça remonte à quand? C'est lointain, ça? Ça remonte à la nuit des temps. Si vous voyez les Égyptiens ou bien les Incas, qui soignaient les gens par certaines techniques, on parlait de sorcellerie, des incantations et tout ça, ils utilisaient bien évidemment des principes biologiques. Parce que la biologie, c'est la science de la vie. Oui. Alors, si on remonte à ces origines-là, vous verrez qu'il y a eu des évolutions au point où, avec la médecine occidentale, on a eu à traiter la médecine de façon chirurgicale. Vous souffrez de quelque chose,
on intervient de façon chirurgicale. Ou bien on donnait des médicaments, c'était le cas de la pharmacie. Et puis après, vous avez vu la biologie intervenir avec des illustres personnalités. Je vais citer quelques-unes, ou bien un particulièrement qui m'a beaucoup édifié. Louis Pasteur. Louis Pasteur, parce que quand il y avait des épidémies, la population était décimée. Parce que, tout simplement, nous avions des germes. Ces germes-là, on ne connaissait pas les origines, ou bien on avait un avis sur ces origines. Et l'intervention de Louis Pasteur a permis de connaître au moins ce que c'est ces germes et évoluer dans la biologie. Il en est de même aussi pour les groupages sanguins. Donc c'est tout récent la biologie. Elle fait partie des disciplines qui se sont arrimées à la santé et qui, de plus en plus, a une expansion qui dépasse nos entendements. Les activités de biologie de demain, nous ne le savons pas. Elles sont vastes. Aujourd'hui, on parlerait dans la biologie de biochimie, d'hématologie, de bactériologie, d'immunologie, mais il y a aussi la bioinformatique, la biomécanique, qui ont une place de plus en plus importante dans les activités de santé. Quelle que soit la génération, on a besoin de kinésithérapie. N'est-ce pas, Monsieur Tigori? Alors, définition, qu'est-ce que c'est justement? Oui, bon, la kinésithérapie, comme vous l'entendez, kinésithérapie, kiné qui veut dire mouvement, thérapie qui veut dire traitement. Donc, c'est juste le traitement par le mouvement. Voilà, c'est simple comme ça. Alors, on va arriver aux origines de cette technique-là. C'est quoi les origines de la kinésithérapie? Il faut dire que la kinésithérapie, bon, si on veut parler des origines, c'est très profond, c'est tellement long. Mais on va quand même essayer d'en parler quand même. En fait, c'est depuis 1889, j'ai utilisé un peu la gymnastique médicale, mélangé un peu au massage. Après les guerres, surtout les guerres, les blessés de guerre, il fallait traiter ces blessés-là. Donc, du coup, la médecine qu'on appelle la médecine du sport, et puis avec d'autres techniques, avec d'autres médecins, ils ont essayé de créer quelques techniques pour soigner ces personnes-là. Et c'est au fil du temps que cette fonction a commencé à se mettre en pratique, à ce qu'aujourd'hui, on ait cette fonction même qui existe au jour d'aujourd'hui. Eh oui, nous avons été instruits sur maintes sujets de l'univers de la santé. Ça a été très enrichissant. On en verra encore, notamment ce jeudi-là. Donc, suivez toujours votre matinale. Pour aujourd'hui, on vous souhaite une belle santé pour ce lundi.